Bon après-midi tout le monde. Merci d'être venu. On va parler de reconnaissance du hacking éthique. Je voulais faire un petit rappel historique. En fait, en 2009 à New York, il y a un mouvement qui s'est créé, No More Free Bugs. C'était lancé par des hackers type Charlie Miller, Alex Sotirov ou Dino Daisovi. Ça parle pas à tout le monde, bien sûr, parce qu'on commence à être un peu vieux pour certains. Mais voilà, le message, c'était de dire que découvrir une faille, ça coûte cher, que c'est de l'expertise et que parfois, il faut du courage. Et donc, ces chercheurs ont commencé à refuser de donner gratuitement leurs recherches, leurs failles, leurs découvertes, et sans reconnaissance ni protection. Et ça a marqué un tournant majeur, en fait, dans le développement des bug bounties, notamment. Donc voilà, c'était le début d'une reconnaissance institutionnelle. Et aujourd'hui, cet enjeu dépasse largement les entreprises puisque ça concerne aussi les ONG. Et on se rend compte que le hacking éthique est fort utile à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. J'ai invité pour cela trois invités. Donc Fabien Lemarchand pour Hack4Values, président de Hack4Values, Ronnie Carta, hacker, et le général Éric Fraissinet. Et je vais vous demander, hacker aussi, oui. Et je vais vous demander de vous présenter chacun. Fabien, tu peux nous présenter Hack4Values ? Oui. Bonjour tout le monde. Merci Véronique pour l'invitation et l'organisation de cette table ronde. Ça nous tient très à cœur de pouvoir parler de ce sujet qui est un beau sujet, mais avec de beaux challenges. Donc, je me présente, Fabien Lemarchand, président de Hack4Values. Donc, c'est une association que j'ai créée avec une petite équipe il y a 5 ans. Et ça a été né du départ où, dans mes précédentes expériences en tant que responsable sécurité, j'étais, on va dire, pas un pionnier, mais très tôt, j'ai appliqué le bug bounty dans le monde de l'organisation et à chaque fois, c'était un succès. Le bug bounty a apporté beaucoup de valeur, beaucoup d'impact pour l'organisation et était très complémentaire pour renforcer les stratégies de cybersécurité. Et ce succès, j'ai voulu le mettre à disposition pour que l'impact soit plus positif et qu'on mette notre expertise de cybersécurité dans des choses qui ont aussi du sens. Et c'est là qu'une communauté de hackers éthiques bénévoles s'est réunie avec moi, une communauté qui est grandie jour après jour et qui est ouverte à tout le monde, où l'objectif c'était de protéger ceux qui protègent. Donc c'est une communauté de hackers éthiques bénévoles qui propose du bug bounty gratuit pour les ONG. Et on a aussi, en parallèle de ça, toute une mission de plaidoyer. Comment démocratiser cette initiative, comment la faire connaître, comment dessiner les contours et la loi, la réglementation qui va avec pour, et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour aider ces personnes-là. Oui, je devais juste me présenter, Fabien. C'est ça. Et Ronnie, quel est ton parcours ? Tu as 23 ans. Oui, bonjour tout le monde. Ronnie, 23 ans, comme Véronique l'a dit. De mon côté, j'ai toujours baigné dans l'informatique. J'ai eu la chance de grandir avec les jeux vidéo. Et à mes 10 ans, je voulais créer mon propre jeu vidéo. Du coup, j'ai commencé à programmer. J'ai jamais créé un bon jeu vidéo de ma vie. Mais par contre, je me suis pris passion pour l'informatique. Et à 13 ans, j'ai lu le livre Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Et quand j'ai fermé le livre, je me suis dit comment je peux devenir ce gars-là, mais pour l'informatique. Et j'ai cru que j'ai inventé le hacking à ce moment-là. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à apprendre sur le domaine, sur la culture hacker qui date des années 50 et de tout l'écosystème qui existe, la communauté. Je me suis pris de passion et j'ai commencé à kiffer péter des boîtes. Et à mes 17 ans, je me suis mis au bug bounty parce que j'étais extrêmement nul en cours. J'ai fait bac sciences de l'ingénieur, j'avais 2/20 en sciences de l'ingénieur. Donc clairement, les études, c'était pas pour moi. Mais du coup, je commençais à me sortir un salaire. Je me suis dit, je vais pas continuer les études, je vais me mettre à plat temps, continuer de péter des boîtes, mais dans un cadre éthique et légal. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Fabien, si présent, qui m'a recruté quand j'ai eu 18 ans chez Mano Mano, où je suis devenu senior security engineer. J'ai fait 2 ans et demi là-bas et maintenant j'ai monté ma startup. On pète des boîtes, mais à grande échelle cette fois-ci. Et Lupin, c'est ton blaze ? Oui, mon pseudo c'est Lupin du coup. Et ta boîte, c'est Lupin et Holmes. Oui, elle s'appelle Lupin et Holmes. Eric, tout le monde te connaît, comme cyber. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est ton regard institutionnel, mais aussi ton expérience avec la communauté hacker, avec BotConf notamment, et Corinne.
Un, deux. Oui, ça marche. Euh, En fait, une des premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était à NotSuchCon Ouais, en 2010. en 2010. Et il y avait un débat justement sur ce sujet-là, et notamment une des questions qui était posée dans la salle par les participants, c'était pourquoi c'est interdit d'avoir des logiciels de piratage dans la loi. Et justement, j'ai expliqué à cette occasion-là que dans le texte, notamment de la Convention du Conseil de l'Europe, on prévoyait l'intérêt légitime. Et du coup, j'ai expliqué ce que c'était que l'intérêt légitime, mais c'est pas forcément quelque chose qui était très clair. Et donc, par exemple, en France, on a voté une modification de la loi pour clarifier cet intérêt légitime, et notamment la sécurité informatique et la recherche en sécurité informatique sont inclus là-dedans. On a expliqué tout ça. Et en fait, depuis le début que je travaille dans ce domaine, une de nos préoccupations, c'est de s'assurer que ceux qui travaillent au service de la sécurité soient protégés et aient le droit d'utiliser ces outils. Mais il faut bien voir que il faut quand même réglementer, parce que nous, on doit avoir des outils, notamment juridiques, pour pouvoir investiguer sur les hackers illégitimes, malveillants. Et donc voilà, il faut trouver ce bon équilibre et puis expliquer aux uns et aux autres comment ça fonctionne. Et puis poser des limites un petit peu. On pourra peut-être parler des bonnes pratiques ou de l'éthique, du hacker éthique justement. Parce que si c'est juste un mot, ça suffit pas. Il faut des bonnes pratiques éthiques. Voilà. Fabien, quand tu vas voir les ONG aujourd'hui pour Hack for Values, est-ce que tu as des blocages en face de toi par rapport au fait que tu vas leur proposer du hacking? C'était ma grande surprise. Je ne savais pas comment ils allaient le prendre, comment ils allaient interpréter cette initiative, cette façon de faire et quel était leur niveau de maturité par rapport à ça. Et j'ai eu une grande surprise parce qu'au final, ils disent oui tout de suite. Et elles y vont à fond. Et pourquoi j'étais surprise? Parce que de façon générale, dans mes expériences, dans les organisations plus privées, au final, il y a beaucoup d'entreprises qui font pas de bug bounty. Et il y a beaucoup aussi ils prennent de distance, des craintes, de la peur, et ils en font pas. Ou pour différentes raisons. Et donc il y a toujours une appréhension à faire du bug bounty. Et où j'étais étonné, chez les ONG, aucune appréhension. Au contraire, tout de suite, ils ont vu ce côté, ils ont compris ce côté collectif, entraide, des gens qui veulent avoir un impact positif pour le bien commun. Et donc, les ONG, en moins de 30 minutes, sont convaincus. Et ça va très très vite parce que je rencontre soit des responsables informatiques, des fois des responsables marketing en fonction de la taille des ONG. Tout de suite, ils en parlent au président de l'ONG et il y a un go. Et la dernière expérience, c'était la semaine dernière, c'était l'UNICEF. On se parle 30 minutes. Le lendemain, on a un go et on va faire le lancement avec l'UNICEF lors du Grand Live Hacking en fin octobre. Mais je trouve ça super. Les ONG sont au final hyper matures, ont compris le principe et en quoi ça pouvait les aider et elles disent tout de suite oui. Et elles nous aident beaucoup au final à promouvoir et à défendre les hackers éthiques. Quels sont leurs risques principaux aux ONG? Les ONG, en termes de cyber, le challenge est assez vertigineux. C'est qu'aujourd'hui, vous prenez toute ONG, tout est digitalisé. Autant pour collecter des dons que pour faire fonctionner l'association, ou même pour les bénéficiaires, pour aller distribuer des repas, des vaccins, pour aller faire leur mission sur le terrain. Tout passe par le digital. Et une cyberattaque sur une ONG, c'est fatal. Fatal pour les bénéficiaires. Ils peuvent perdre de l'argent, leurs dons. Fatal pour le bon fonctionnement. Leur réputation, la confiance avec un donateur. Dans l'e-commerce, on peut perdre un client, mais on peut le récupérer. Un donateur, quand on l'a perdu, il ne revient pas. Donc c'est très très difficile. Et donc ils ont des cybermenaces, on va dire, classiques, comme tout le monde. Et à ça, il faut rajouter toutes les cybermenaces liées à l'activisme, liées aux enjeux géopolitiques. On utilise énormément les ONG de façon par intermédiaire pour rebondir sur une autre cible. Donc elles sont très très visées. Et c'est lié à l'actualité du monde. Et comme il y a beaucoup d'actualités, elles sont très très visées. Donc un gros challenge pour elles. Ronnie, est-ce que tu as déjà hésité à reporter une faille? Ah, on met les pieds dans le plat directement. Oui, pour plein de raisons différentes. Pas parce que j'étais pas forcément dans le cadre du périmètre qu'on m'avait confié, mais plutôt dépendant de la maturité des entreprises en face. Le bug bounty, je dirais, c'est
Ça a commencé à peu près en 2013 avec des plateformes comme HackerOne qui ont commencé très tôt. Mais plutôt que ça, il y avait même Google qui proposait à des chercheurs du monde entier de les pirater contre une prime financière. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'entreprises qui vont se mettre sur du bug bounty parce que c'est rentré dans un cadre de compliance, c'est rentré dans vraiment côté américain comme quelque chose limite obligatoire quand on a un tierce party qui rend service à des plus grosses boîtes, notamment du Fortune 500. Et en fait, on voit qu'il y a des fois des gros manques de maturité, surtout sur de la recherche assez novatrice. Et du coup, des fois, il y a cette hésitation en disant est-ce que j'ai envie de perdre mon temps d'envoyer une faille de sécurité et de dire ok, peut-être qu'en fait, ils vont jamais me payer, mais ils vont quand même réparer la faille de sécurité. Parce qu'on est dans un modèle où le client final est le juge et l'exécutif du paiement. Et donc, on a cette relation où il n'y a pas cette balance. Après, en dehors du cas du bug bounty, il y a le responsible disclosure. Et là, j'ai jamais vraiment hésité à essayer d'envoyer des failles pour le bien d'une entreprise. Des fois, ça arrive qu'on se trompe de périmètre et qu'on arrive sur un tierce party qui n'avait rien demandé. Et du coup, on leur explique la situation en disant bon, vous étiez pas visé, c'est pas notre objectif. Voici la faille dans son entièreté. Voici exactement tout ce qu'on a fait, les logs. S'il vous plaît, portez pas plainte contre nous. Et en général, ça se passe très très bien. Tu travailles avec des avocats? Oui, avec des très très bons avocats en France. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, sur le côté légal, on explique que c'est plus intéressant de disclose une faille à son avocat pour qu'il puisse aller directement sur le juridique de l'entreprise. Et en fait, si je comprends bien, ils ne sont pas obligés de forcément dire qui est leur client. Et donc, ils font un peu les négociations de OK, il y aura aucun souci s'il y a une faille de sécurité. Mais ça, c'est vraiment quand on sait que l'entreprise, elle est je dirais malveillante envers les chercheurs de sécurité, mais ça arrive presque jamais. Le responsible disclosure, ça se passe toujours très très bien. Justement, on parle de la reconnaissance, hein, c'est l'objet de notre table ronde. Au-delà de la rémunération, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi, à ton avis, pour la communauté? Je dirais en fait, ça dépend d'à quel stade, d'où est le chercheur dans sa carrière. Personnellement, j'ai utilisé le bug bounty comme un accélérateur pour ma carrière. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'études, je suis pas très très scolaire. Mais par contre, quand on envoie des failles de sécurité à des entreprises qui ont un problème de bug bounty, je peux montrer mon expertise parce que sur les plateformes, il y a mon profil qui atteste que j'ai piraté telle et telle boîte. Des fois, on a carrément les rapports qui peuvent être publics et du coup, ça montre directement une certaine expertise. Donc, moi, je l'ai utilisé vraiment comme un accélérateur pour ma carrière et pour remplacer, entre guillemets, les études. Sans dire qu'il ne faut pas faire d'études, mais par contre, ça peut être un très très bon point pour enrichir un CV. Donc cette reconnaissance, elle est super importante de ce côté-là pour ceux qui débutent dans leur carrière et qui veulent vraiment accélérer tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie. Après, je pense que pour les chercheurs qui sont un peu plus matures sur cette partie-là, la majorité des hackers que je connais, ils font ça pour s'amuser, parce que c'est culturel. Le hacking, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 50, parce qu'on aime détourner les systèmes, souvent d'une manière inélégante. Et en fait, c'est plutôt le défi technique qui est intéressant. Et avoir une reconnaissance qui atteste aussi qu'on a réussi à faire des belles choses et pouvoir en parler publiquement, ça peut être très intéressant aussi pour des hackers un peu plus matures. Et je pense que vous avez peut-être entendu ce genre de discussion, ou vous avez participé à ce genre de discussion de gens qui parlent de leur dernier piratage, un truc hyper stylé. Et du coup, on est en mode. Mais il y en a eu plein hier soir d'ailleurs. Ouais, carrément. J'ai appris plein de trucs. Eric, est-ce que les institutions considèrent aujourd'hui les hackers comme une ressource utile, ou est-ce que c'est encore une zone de risque? Alors déjà, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit.
Déjà pour dire que un des intérêts du bug bounty par rapport à d'autres démarches, mais c'est d'offrir un cadre justement pour ce type de comment on a dit, révélation, parce que c'est responsible disclosure en English, mais Oui, c'est comment ça. on dit en français? Divulgation. Oui, mais C'est la Responsable. divulgation responsable. responsable. Voilà. Mais en fait, c'est pas encore admis en France. On dit, ouais. Donc responsible disclosure. L'enjeu, c'est la maturité de part et d'autre, parce que tu évoquais que tu avais été aussi un peu formé, poussé par le bug bounty. Lundi matin, avant de venir à la conférence aux assises, je reçois un mail sur le compte d'une des associations BotConf, et puis d'un hacker plus ou moins éthique qui nous dit que sur le WordPress, il y a un défaut de configuration dans l'API user, c'est-à-dire celle qui permet de lister les utilisateurs publics du site web. Et puis il dit il faut corriger ça, c'est sévère, etc. Et puis il finit son message par et puis merci, on aimerait bien être récompensé ou recevoir un message de soutien ou autre chose. Et le problème que ça pose, c'est que il dit n'importe quoi, c'est-à-dire il présente quelque chose comme une vulnérabilité alors qu'il n'y en a pas, a priori une association qui n'a pas forcément de spécialiste en cybersécurité et qui ne va pas savoir quoi faire. Et donc, de part et d'autre, il y a deux personnes qui ne sont pas bien formées. Donc, le cadre qu'offre les bug bounty, il est hyper utile pour ça. Le problème, c'est que tous ces cadres-là, ils ne sont pas bien connus des petites associations, des petites entreprises, des collectivités locales. C'est encore quelque chose qui est mal connu. Donc, une partie de la réponse à ce que tu disais, c'est du côté institutionnel, peut-être qu'on devrait communiquer plus sur toutes les possibilités d'être sensibilisé à des risques sur son infrastructure, etc. Ça, c'est une première chose, parce que pour l'instant, la seule communication officielle et qui est hyper importante, c'est celle de l'ANSSI au travers de la possibilité, notamment renforcée par la loi en 2016, la notion de lanceur d'alerte en cyber. L'ANSSI aussi peut recevoir des signalements, notamment pour des vulnérabilités qui touchent des opérateurs d'importance vitale, mais aussi, en fait, pour tout type de vulnérabilité. D'ailleurs, il faut un peu de concurrence au bug bounty, mais peut-être que tu as un avis là-dessus. Et en tout état de cause, ils peuvent garantir l'anonymat des personnes qui divulguent, et c'est un processus officiel de l'État. Donc il y a cette reconnaissance, mais je trouve que voilà, on va pas encore assez loin, notamment pour accompagner l'ensemble des situations en fait qui doivent être mieux connues. On doit mieux former un public assez large en fait à tout ça. Donc il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Justement, le cadre légal entretient aussi de la confusion. On l'a vu, il y a Wassenaar, la loi Godefroy, Nice 2, RGPD, la Convention de Budapest, il y a beaucoup de choses. Et puis là, on a le livre qui est déjà de l'année dernière, tu l'as publié l'année dernière, de Myriam sur hacker éthique et cybersécurité, opportunités et défis. On tâtonne encore un petit peu, il y a plein de choses. Est-ce que ces lois ne reviennent pas parfois à criminaliser aussi ceux qui nous protègent? Et comment on peut bâtir un cadre protecteur? Pas facile. Je vous pose les questions à tous les trois. Ouais. Alors je lance. Je vais expliquer d'abord que c'est pas facile. Parce que je voyais Anne Souvira réagir tout à l'heure. C'est pas facile de dire qu'il y a des choses qui sont illégales et que de temps en temps elles peuvent être légales. Parce que c'est parfois un peu flou, la limite grise en fait. Quand c'est noir ou blanc, ça va. Quand c'est à la frontière, et on observe souvent des gens qui veulent bien faire et parfois qui vont un peu trop loin. Par exemple, qui, plutôt que de signaler rapidement à la victime, vont explorer, télécharger plein de choses, etc. Parce qu'ils sont curieux. Et donc, quelles sont les limites de ce qu'ils font? Et pourtant, ils veulent bien faire, peut-être. Et à la fin, ils signalent, mais ils ont fait une bêtise. Alors, parfois, ils signalent, mais plutôt que de signaler en contactant la victime, ils postent un article sur un blog. Donc, ouais, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Donc là, on atteint les limites de la loi. On ne peut pas dire globalement,
c'est tout bon, allez-y, tout est parfaitement légal. Il y a des possibilités dans la loi et il y a l'appréciation du procureur en matière de poursuite et ensuite du juge. Effectivement, c'est une situation difficile si Ronnie se trouvait Mais devant un Ronnie, il tribunal. connaît aussi les lois à l'étranger, donc Voilà. peut-être qu'il a des choses à suggérer pour la France. Mais ouais, juste pour conclure, Mm. on peut faire des choses qui sont prévues par la loi, mais il faut respecter un certain nombre de règles le bug bounty, c'est une bonne solution parce qu'il y a un cadre, mais qui permet beaucoup plus de choses qu'un contrat d'audit. C'est quand même beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de partenaires. Donc moi, je trouve que c'est une solution pertinente. Je suis totalement d'accord sur le cadre que donne le bug bounty. Je suis entre guillemets un peu né là-dedans, donc totalement aligné là-dessus. Sur le cadre français, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce que font nos voisins aux Pays-Bas, en Belgique, et comment eux ils font la protection des hackers et des chercheurs en sécurité qui agissent de bonne foi. Je crois que cette loi de 2016, je suis nul en côté légal, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises, mais qu'il y a une notion de bonne foi qui est citée. Et si je comprends bien, la bonne foi n'a pas vraiment de définition juridique. Et du coup, ça va beaucoup aller à l'appréciation du procureur, du juge. Et c'est là où, en fait, ça devient très compliqué. C'est que quand il y a un acte de cybermalveillance, on va dire que on va essayer de défendre la bonne foi au lieu d'essayer de prouver la malveillance de la personne qui a commis cet acte. Et en fait, ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce que prouver qu'il y a eu un acte malhonnête, c'est extrêmement facile. Prouver que quelqu'un est de bonne foi, c'est sujet à beaucoup plus de complexité. Et du coup, aux Pays-Bas, au Belgique, là, on va plutôt essayer de trouver des preuves qu'il y a eu un acte malveillant. On va essayer de chercher les impacts que des chercheurs de sécurité qui ont fait du coup des bêtises ont pu révéler. Et du coup, on renverse la donne et c'est beaucoup plus facile à traiter ce genre de cas à mes yeux de cette manière-là. Après, peut-être que Fabien, tu as un truc à rajouter. Il y a plein de choses à rajouter, effectivement, mais il y a un point sur lequel je voulais revenir. En vrai, il y a aussi un sujet, de façon générale, la sécurité offensive, le hacking éthique, le hacker. Culturellement, il n'est pas assez connu, pas assez démocratisé, c'est pas dans la culture. Typiquement, je prends l'exemple aujourd'hui, effectivement, tu le citais, mais quand une organisation reçoit un email de quelqu'un en disant « vous avez ça semble être vulnérable et ça semble être critique », souvent c'est mal pris. La personne en face va mal le prendre en disant pourquoi il me dit ça, pourquoi il me fait des choses, alors que la personne veut juste aider. Et on peut juste lui répondre c'est un faux positif, c'est pas grave, merci. Ou c'est vraiment vrai, c'est bien. Mais il y a toujours ce. Ouais, tout de suite ce côté-là où il faut aussi, je sais pas, mettre l'ego aussi de côté ou avoir cette habitude. Voilà, il y a quelqu'un qui m'alerte, c'est un faux positif, bah tant mieux pour moi, merci. Mais si c'est pas un faux positif, ah bah il rend un service, il rend un super service. Donc j'ai souvent ce côté-là où effectivement c'est pas accepté qu'on vienne divulguer une faiblesse, c'est mal pris. Donc déjà, il y a vraiment un travail de démocratisation, la reconnaissance des hackers éthiques, les rendre plus visibles, plus la pratique, partir du côté où c'est dommage d'utiliser le mot éthique, mais ils sont là pour aider, pour être utiles, pour faire les choses bien. Et donc voilà, il y a tout un travail aussi, voilà, culturel et d'explication. Et pour toi, quels seraient les leviers pour faire en sorte de démocratiser plus et de faire, par exemple, toi, tu es plus sur le hacking solidaire avec les ONG. Est-ce que tu penses qu'il y a des leviers qui pourraient faciliter, comme le RSE, on en parlait déjà? Il faut que ce soit une pratique qu'on puisse pratiquer de façon facile et partout. Donc les bug bounty sont très bien, c'est des cadres, mais dès qu'on n'est plus dans le bug bounty, c'est compliqué d'en faire lié à la loi ou autre, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a une découverte et on informe le responsable de l'informatique en face, ce n'est pas autorisé, on peut être poursuivi, on peut informer seulement l'ANSSI. Donc c'est rendre les choses beaucoup plus faciles, et là je rejoins Ronnie, c'est au final on pénalise 99% de hackers éthiques pour 1% de personnes malveillantes. Et c'est comment on peut renverser ça pour que ça soit facile pour eux de pratiquer leur passion et leur travail de lanceur d'alerte, et de rendre la vie plus compliquée pour les personnes malveillantes. Mais vous seriez favorable à un label, à une convention?
Avec des ONG, par exemple, typiquement pour Hack for Values. Typiquement, les leviers de reconnaissance qu'on a avec Hack for Values et sur lesquels on travaille, c'est le côté, effectivement, ce qui est recherché, c'est la reconnaissance et aussi la récompense. On travaille aussi sur le côté comment on peut remercier ces gens-là, qui sont bénévoles, qui sont des citoyens au final, parce que les hackers éthiques, ce sont des personnes, ce pas des entreprises derrière, ce sont des personnes, des individus, des citoyens qui ont une expertise et qui veulent le mettre pour le bien commun ou pour aider les gens ou pour aider les organisations. Donc c'est comment rendre ça facile pour eux et aussi les récompenser. Et dans le cadre des ONG, pour qu'on puisse, ce soit quelque chose qui soit durable dans le temps et que ça fonctionne et que ça soit à grande échelle, on réfléchit aussi à des moyens de reconnaissance comme ça soit vu comme un don pour avoir un reçu fiscal. Typiquement, un hacker éthique qui trouve une vulnérabilité, il faut savoir que dans le bug bounty, il y a des grilles, c'est très simple. En fonction de la criticité et de la maturité de l'organisation, on peut mettre des montants. On peut faire la même chose avec les ONG, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Mais si juste ce montant de 50 € quand il trouve une vulnérabilité médium ou low, on lui donne pas les 50 €. On le chiffre pour l'ONG pour qu'elle sache à peu près comment ça fait, mais c'est gratuit. Mais on pourrait dire que ce 50 €, peut être perçu comme un don. Il y a un reçu fiscal. Et voilà, il y a après ce côté, cercle vertueux qui va encourager les gens à faire ça de façon solidaire. Alors juste pour clarifier sur ce que disait Ronnie, d'une part, l'exception et la protection des lanceurs d'alerte, ça n'empêche pas que de l'autre côté, si jamais on doit poursuivre quelqu'un ou envisager de poursuivre quelqu'un dont on soupçonne qu'il aurait commis une atteinte à un système d'information, il faut qu'on prouve qu'il a commis l'infraction. Et il ne suffira pas de dire qu'il est de mauvaise foi, il faudra qu'on prouve qu'il y a des actes matériels, une intention, etc. Donc en fait, l'exception, elle a l'air un peu floue, mais en fait, ça permet de faire entrer dans la bonne foi à la fois des actes, éventuellement des déclarations qu'il a pu avoir, enfin voilà, tous les éléments. Il y a peu de jurisprudence en fait encore sur ce texte-là, mais donc ça fait déjà pas mal de choses. En revanche, pour poursuivre, nous, on a toujours, comme aux Pays-Bas, on doit apporter les preuves qu'il y a bien eu une infraction de commise, et il n'y a aucune infraction parce qu'il n'est pas de bonne foi. C'est voilà. Bien sûr. Je parlais plutôt dans le cas d'un chercheur qui est de bonne foi, mais en fait, il y a toute cette partie qui est très grise, je dirais, sur par exemple, quand on fait de la reconnaissance sur un système d'information, ça peut déjà, selon la loi française, être perçu comme une typologie d'intrusion, alors que techniquement, on n'a rien révélé, on n'a rien trouvé. Et c'est là où, en fait, ça va être plus compliqué, c'est dans des cas où on se dit, OK, il y a eu une tentative d'essayer de révéler une faille de sécurité. Peut-être que la personne ne l'a pas encore divulguée, mais elle s'est fait prendre avant. Et là, en fait, on est dans des cas compliqués. Alors, c'est peut-être des cas qui seront jamais arrivés, où il n'y a pas encore de jurisprudence, mais c'est juste comment donner un cadre légal aujourd'hui pour qu'on puisse faire notre activité et de pouvoir périmétrer, entre guillemets, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est là où, en fait, la notion de bonne foi, pour nous, c'est pas assez. Et la loi ne va pas lister quelles doivent être les bonnes pratiques du métier. Bien sûr. Parce que ce n'est pas le travail du législateur d'écrire vos bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, en plus, elles vont s'adapter à l'évolution des technologies de ce que vous auditez, et puis des technologies que vous mettez en œuvre. Donc, de toute façon, il y a plein de situations nouvelles aujourd'hui. Et donc, il revient à la communauté. Tu es en train de nous dire que la communauté doit créer sa propre charte. Elle le fait au travers des bug bounty, elle le fait, puisqu'il y a des règles qui sont assez claires dans la mise en œuvre, et en plus qui sont contrôlées par l'intermédiaire qui est la plateforme de bug bounty, puisque parfois je suppose qu'il y en a quelques-uns qui sont sanctionnés ou exclus parce qu'ils ont eu des pratiques qui ne répondaient pas aux règles. Et par ailleurs, quand il y a des audits, etc., ou des pentests ou des red teams, il y a des contrats qui fixent les limites. Il y a même des clauses où, en cas où ça déborde, on l'évoquait ce matin à la table ronde du Clusif, en cas où ça déborde, il prévoit les clauses assurantielles parce que ça a pu avoir un impact accidentel sur le système d'information. Donc tout ce qui est couvert par ces cadres contractuels, c'est très bien. Le problème, c'est tous ceux qui n'ont pas de cadre contractuel et qui, soit parce que c'est un hobby, soit parce que c'est leur passion, etc., trouvent des failles. Là, comment on les protège ? Il faudrait que la communauté ait des règles, un minimum,
qui les aident à comprendre les limites et les bonnes pratiques, voire qu'il y ait des formations, entre guillemets, je ne sais pas sous quelle forme, mais pour les aider à comprendre. Fabien, tu as ce des qu'ils trucs doivent à dire là. Non, ce que je dis effectivement, après je laisse parler à Brice parce que je pense qu'il a une très bonne question. Tu la devines. Je la devine déjà, mais en vrai je lui ai demandé de la poser. Non, je sais pas du tout. Non, ce que je voulais dire, hors bug, je suis d'accord qu'on est en dehors du bug bounty, il n'y a plus de cadre. Mais les acteurs malicieux, ils n'ont pas de cadre. Ils sont dans eux, ils ont. Ce que je veux dire, un acteur malicieux, de toute façon, aujourd'hui, vient tester vos systèmes. Et eux, ils le font sans problème et on les embête pas. Oui, mais à minima, il faudrait que les gens qui veulent le faire de façon bienveillante et éthique puissent le faire aussi facilement qu'un acteur malveillant. Et mais là, je parle du cas. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a le cas de Bug Bounty. Celui-ci, il a atteint un niveau de maturité. C'est très, très bien et ça couvre beaucoup de choses. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres à côté où ils font pas de Bug Bounty. Et les gens qui font du Bug Bounty, c'est parce que derrière, il y a des récompenses financières et tout ça. Et c'est normal. Il n'y a pas de sujet. Mais dès qu'on est hors cas de Bug Bounty, où il n'y a pas de récompense financière ou autre comme ça, c'est là-dessus qu'on veut les protéger et comment leur permettre, quand ils testent, quand ils voient un système et qu'ils découvrent quelque chose, comment ils peuvent effectivement informer sans être poursuivis. Oui, c'est que le statut lanceur d'alerte suffit pas en fait. Je te donne la parole, Brice, juste après. Mais on va prendre les questions à la fin du débat. Mais c'est surtout... quand on est en dehors du cadre bug bounty, typiquement, il peut y avoir par exemple certains sites gouvernementaux, certains périmètres qui sont à haut risque et où on sent qu'il y a des failles de sécurité. Et ce que nous dit la loi de 2016, c'est qu'il faut rapporter la faille de sécurité à la haute autorité et la protection qu'il y a derrière, c'est l'anonymat de la source. Mais pour nous, c'est pas une protection qui est assez grande. Et est-ce que, voilà, avant il y avait protocole Zataz, ça dure, enfin c'est très ancien ce truc, ouais. Mais voilà, après il y a eu l'ANSSI. Je veux dire, il y a peut-être un truc entre les deux à imaginer. Pourquoi ça protège pas assez ? C'est quoi le questionnement ? En tout cas, dans la majorité des hackers que je connais et qui se disent je vais essayer de rapporter une faille de sécurité parce que là, ça pue. On sent qu'on va réussir à rentrer dans un système. Comment dire ? Ils vont pas le faire en essayant de se cacher. Au maximum, parce que eux ils sont dans une éthique et ils sont en train de se dire ok, mon but c'est de divulguer la faille de sécurité, et donc il peut y avoir des traces de ce qu'ils ont fait, même s'ils sont pas allés loin dans l'exploration, et l'anonymat ça garantit pas que derrière l'entreprise ou la cible arrive à retrouver la personne, et là en fait on est dans un cas qui est un peu plus complexe. C'est avant tout un problème de communication. Il y a une je ne vais pas la citer complètement, mais une chose qu'a dit Johanna Bruce, qui est la responsable de la section J3 du parquet de Paris, c'est la notion d'opportunité des poursuites. Parce qu'on a plein de sites. En fait, toutes les situations où il y a des exceptions qui sont prévues par la loi, en plus de ça, de toute façon, par exemple, quand une entreprise a une faille, peut-être qu'elle a perdu des données, peut-être qu'il y a eu des données personnelles qui ont été détournées par les attaquants. Elles-mêmes, elles peuvent être poursuivies aussi, puisqu'elles vont avoir tendance à ne pas signaler qu'elles ont été victimes, etc. Donc on tourne en rond. Ce qu'a dit Madame Bruce, c'est très clairement, nous, si l'entreprise est de bonne foi, coopère bien dans le truc, il n'y a pas de raison qu'on la poursuive. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui s'est présentée, qui en plus a signalé très rapidement, il n'y a aucune raison que la justice poursuive. En revanche, l'entité qui a été victime, elle, au début, elle va se poser des questions quand même, mais comme tout le monde, en fait. Et il y a des traces, etc. Elle va être tentée de déposer plainte. Et là, c'est un problème de communication entre les différentes parties, l'ANSSI, les magistrats spécialisés, les enquêteurs, etc. Après, peut-être qu'on ne communique pas assez Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de situation. Que des CSIRT prennent le relais ?
Mais en vrai, il faut Ouais, répondre. enfin, c'est un CSIRT, l'ANSSI, là, en l'occurrence. Hein. Mais Oui, mais d'autres. mais il faut répondre à en vrai, la question à laquelle il faut répondre, et c'est un constat, la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a très peu de remontées de vulnérabilité à l'ANSSI. Pourquoi? Et voilà, non, mais c'est pour ça que je disais. Et donc, on a une belle on peut communauté avoir de d'autres hackers éthiques en chemins, France, ouais. on a une très belle communauté et on le voit en termes d'expertise, même dans les compétitions internationales et tout. Mais ces citoyens-là, qui sont français, ne le font pas. Alors, et est-ce pourquoi? qu'ils préféraient divulguer de façon non anonyme Alors, au ministère ou au département ministériel concerné? le retour que j'ai, des retours que je peux avoir, après, c'est pas tout le monde, mais des sondages qu'on a pu faire aujourd'hui, ils aimeraient, au final, ils préféraient. C'est pour ça que de ne pas informer tout de suite l'ANSSI, c'est plutôt d'avoir le droit d'informer facilement et rapidement le responsable informatique qui est en face. Et ça, et l'anonymat de ça, c'est pas ça le plus important pour eux, c'est de pouvoir informer et pas avoir, et être à minima protégé le fait d'avoir Alors, informé. pour l'instant, je crois qu'il y a très peu. Comment? Non, pas Ah, forcément. pas du tout. En vrai, On va prendre les questions après, parce que comme on est vrai, enregistré, sinon on n'entend pas ils ont peur. les interventions. On l'a dit, ce qui aime un hacker éthique, c'est juste de la reconnaissance et un merci. Donc en disant et aussi surtout de pas avoir cette boîte noire en disant j'ai mis l'ANSSI, mais je sais pas ce qui va se passer derrière ou autre. Et eux, les hackers éthiques, ils veulent dès qu'il y a une information, j'envoie au responsable informatique et être assez rapide. Et ça, c'est une des demandes de dire le fait d'avoir le droit d'informer directement, ça faciliterait. Il y a quelques administrations, juste pour finir là-dessus, Oui. il y a quelques administrations qui ont fait appel à des bug bounty déjà. Mais en revanche, il y en a peut-être aucune qui effectivement publie la façon de la contacter en cas de vulnérabilité découverte, parce qu'il y a ce dispositif de l'ANSSI aussi. Donc voilà, il y a peut-être un problème de maturité, mais comme pour tout le monde, hein, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui publient la façon de les contacter en cas de vulnérabilité. Hein. Oui. Mais et surtout parce que j'ai entendu la question sur est-ce que les hackers veulent être forcément payés? Non, c'est pas le cas. Oui, il y a des personnes plus opportunistes qui vont aller rapporter des failles de sécurité qui ne sont absolument pas des failles de sécurité et qui vont demander de l'argent en échange. Mais après, je pense que ça, ce n'est pas un problème en soi seulement de la cybersécurité, mais de la nature humaine en général. En fait, je pense que pour comprendre le mindset du hacking, il faut vraiment remonter dans cette définition même, ce que veut dire le hacking et qui ont inventé cette définition. Ça vient d'un club de train miniature dans les années 40 qui s'appelle le Tech Model Railroad Club à l'école prestigieuse du MIT. Et eux, en fait, c'était juste des passionnés qui voulaient créer des trains miniatures. Et pour eux, un hack, c'était une manière détournée et inélégante de prendre un système pour qu'il fasse quelque chose d'autre. Donc, par exemple, ils prenaient des cartes électroniques qui servaient à d'autres systèmes et ils les transformaient pour leurs cartes de train miniature. Et ça, c'était l'idée du hack, c'était la curiosité, la créativité, le détournement. Et au MIT, ils avaient une deuxième définition. C'était parmi les autres élèves qui ne faisaient pas partie du club. C'était un prank extrêmement technique et élaboré qui ne servait absolument à rien. Et l'une des histoires les plus marrantes de cette époque-là, c'est quand ils ont mis une voiture de police sur le dôme du toit d'un des bâtiments du MIT. Et la légende dit que personne ne sait comment ils l'ont fait. Bon, ça c'est la légende. Mais ça, c'est le but du hacking, c'est de s'amuser, c'est la curiosité, c'est d'aller chercher les choses. Et en fait, ce Tech Model Hero Club, ils ont... quand l'ARPANET est sorti, qui est l'ancêtre d'Internet, dans les années 60, ils ont créé leur propre jargon, du coup avec le mot hack, par exemple, et ils l'ont propagé sur cet ARPANET comme les premiers mèmes de l'histoire. Et du coup, dans leur jargon file, donc leur liste de définition de mots inventés, ils avaient le mot hack, le mot hacker, mais aussi le hacker éthique et le hacker value. Et dans le hacker éthique, ils définissaient l'éthique du hacker comme quelqu'un qui veut toujours aller plus loin dans la curiosité et qui voulait toujours se rapprocher d'une vérité à des fins amusantes et de ne jamais casser des systèmes. Et du coup, même dans la première définition du mot... For fun and non-profit. Ouais, exactement. Et du coup, dans les premières définitions du mot hack, ça a toujours été lié à l'éthique. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop quand on dit hacker éthique, parce que pour moi, c'est un pur pléonasme. C'est parce qu'on dit éthique,
mais c'est plus tard, dans les années 90, des groupes qui se revendiquaient hackers, qui se revendiquaient faire partie de ces communautés, qui ont fait des actes malveillants. Et du coup, dans les médias, on a associé le mot hacker à des pirates, à des personnes malveillantes. Mais quand nous, on parle de hackers qui veulent aider les organisations, non, c'est pas pour se faire payer forcément, c'est juste parce que, de un, c'est extrêmement amusant, c'est extrêmement technique de le faire, c'est une passion, mais surtout, ça fait partie de l'éthique du hacker et ça fait partie de cette culture. Et oui, quand on est en dehors de cette culture, ça fait très très bizarre de se dire les gens, ils veulent juste aider. Mais ça existe. On va prendre des questions dans 2 minutes. Je voudrais juste savoir, Ronny, avec ton expérience aujourd'hui, avec ton entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire de la maturité ou pas d'ailleurs, où en est le marché français sur l'offensif? En France, quelqu'un me l'a dit récemment, dans la cybersécurité, mais aussi très culturellement en France, on est dans un système de soins et pas dans un système de santé. Dans la sécurité en France, on va plutôt être en réaction. On va mettre en place des SOC, on va mettre en place des solutions anti-ransomware, mais on ne va pas faire appel à la sécurité offensive. C'est quelque chose qui est très ancré culturellement chez nous et on a beaucoup de retard sur typiquement les anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, les pays scandinaves, où eux, pour implémenter la sécurité défensive, ils vont d'abord faire de la sécurité offensive pour connaître leurs faiblesses, pour connaître les réimplémentations de failles potentielles qu'ils peuvent avoir et prendre des solutions de sécurité défensive qui font sens par rapport à ce qu'ils ont déjà vu dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque en France. Mais on le voit de plus en plus, je dirais, sur des entreprises, des startups ou du Next 40, où ils vont avoir ce côté sécurité offensive first. Aujourd'hui, les régulations poussent dans ce sens. Et donc, on commence à voir du changement, mais on n'est pas assez rapide là-dessus, parce qu'à mes yeux, la cybersécurité doit évoluer au même battement que la technologie, voire prendre un train d'avance. Et la sécurité offensive permet de prendre ce train d'avance. Merci. On va prendre quelques questions. Brice, si tu veux te rapprocher. Oui, mais je vais être obligée de répéter parce qu'on est enregistré en audio, en fait. Je te tends le micro. Merci. Merci déjà pour la table ronde et j'ai trouvé le débat assez passionnant. J'avais une question, alors peut-être un peu plus ciblée qu'à vous trois, parce que je connais déjà les avis respectifs de Ronny et de Fabien sur le sujet. Donc je fais partie de l'époque à avoir grandi avec le confessionnal de Zataz et à avoir vu arriver effectivement donc, l'article 47 sur la protection des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas une version 2 qu'il conviendrait de travailler ou de publier pour réduire finalement la posture de défiance d'une certaine manière qu'il y a de la part de la communauté? Parce que quand on regarde les volumes traités annuellement effectivement par l'ANSSI, comme le disait Fabien, on est sur des volumétriques qui sont portés plutôt par un chercheur dans son coin avec un certain niveau d'expertise. Où j'entendais le débat sur la réserve de bonne foi, mais finalement... Est-ce qu'une meilleure accessibilité du texte de loi, parce que même si le bug bounty reste une solution, ou les démarches comme organise Fabien le sont aussi, avec le législateur, on ne permettrait pas d'avoir un cadre qui permet d'éviter de laisser du monde sur le bord de la route? Parce que typiquement, bug bounty ou VDP, ou Hack for Values pour les ONG, ne me permet pas typiquement de venir voir un éditeur dans le milieu du biomédical qui fournit des solutions à un hôpital ou à un GHT, et sur lesquels ça rentre dans aucune des cases pour des raisons financières, par exemple, et sur lesquels on arrive sur des scénarios. Aujourd'hui, les vulnérabilités ne sont pas remontées, ou à défaut, il n'y a pas le réflexe d'aller voir notre autorité de contrôle, qui communique pas forcément beaucoup non plus sur le sujet des outils existants. Donc comment on pourrait faire évoluer les choses? C'est une question ouverte. Je me doute que la solution n'est pas forcément facilement... définissable dès aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet qui intéresse. Alors, Merci. Il y a de quoi écrire une série d'articles. Il y a plein de... Alors, d'abord, c'est pas la seule difficulté juridique, juridique. C'est pas la seule difficulté face à laquelle on se trouve.
Par exemple, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'utilisation des fuites de données pour la sécurité et comment on peut les utiliser, etc. En gros, c'est illégal, mais il y a une légitimité à regarder ces données pour vérifier qu'on n'est pas concerné, etc. Donc, on a un problème juridique de ce côté-là. Je mets ça de côté. Tout à l'heure, Véronique évoquait le rôle des CSIRT. On a la chance en France d'avoir une vraie communauté de CSIRT. Ils sont nombreux. Ils couvrent beaucoup de secteurs, ils couvrent beaucoup de territoires. Il y a une association qui les relie, l'Intercert France. Moi, je pense qu'il faut effectivement, comme tu le suggérais tout à l'heure, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les CERT. Le problème, c'est, je regarde, alors on parlait du security.text tout à l'heure, enfin du point machin. Moi, je regarde une entreprise, une association, une collectivité locale. Je ne sais pas quel CSIRT, de quel CSIRT elle dépend. C'est compliqué. On ne sait pas trouver l'information. Donc, on a un manque de transparence sur tout ça. Tous les CSIRT ne vont pas avoir le droit, en plus, de révéler quels sont leurs clients. Donc, c'est compliqué de comprendre qui elle protège ou qui il protège. Donc, il y a un vrai problème de référentiel. Et il y a peut-être une façon qui pourrait être d'enregistrer, entre guillemets, ou d'avoir des intermédiaires pour avoir accès à l'information. Ça pourrait être le rôle des plateformes de bug bounty, d'ailleurs. Ou un autre rôle. Mais en tout cas, les CSIRT pourraient être un relais efficace parce qu'ils sont en contact directement des clients concernés. Ensuite, est-ce qu'on doit faire évoluer la loi ? Je ne pense pas que le législateur va s'amuser à modifier ce dispositif-là. Ça, c'est une chose. En revanche, il se pourrait très bien que dans le cadre de... Alors, ça va peut-être pas être dans la transposition de NIS 2 parce que ça sort un peu difficilement en France, mais il se peut qu'il y ait des suites concrètes sur des outils, plutôt. Donc, pas forcément prévus dans un décret, mais plutôt très concrets sur la plateforme qui est prévue pour accompagner NIS 2. Par exemple, l'ANSSI pourrait mettre... des moyens de contacter ceux qui sont concernés. Enfin, on peut imaginer des choses concrètes sans passer par la loi. Il n'y a pas besoin de ça. Et puis, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, ce serait bien que ceux qui ne sont pas couverts par un cadre contractuel, ils puissent respecter un cadre auquel tout le monde adhère. Et puis, s'ils sortent de ce cadre-là, mais c'est aux professionnels de définir le cadre, là, les juges seraient légitimes à dire non, je suis désolé, mais vous ne pratiquez pas les bonnes pratiques, justement, qui sont reconnues par la communauté. Mais moi, j'aimerais bien les lire, ces bonnes pratiques, et ça fait 20 ans qu'on le dit, en fait. C'est-à-dire... C'est ce qu'a fait la Belgique. La Belgique, pour ouvrir effectivement cette partie de la loi et donner plus d'autorisation et d'avoir le droit d'informer effectivement directement. Et ils ont mis en place effectivement ce code de conduite pour qu'il soit au moins écrit quelque part, qu'il soit au même endroit et référence pour tout le monde. Donc, non, mais ils l'ont pas fait tout seul. C'est logiquement en France, ça devrait être avec l'ANSSI, avec les communautés de professionnels, tous ensemble. Mais il faut que ce soit porté tous ensemble, et dont l'ANSSI pour écrire ce cadre-là. Bon, on se rend compte qu'on a quand même d'un côté, tu le disais Brice, des structures qui sont extrêmement vulnérables, de l'autre côté, des hackers citoyens qui sont prêts à faire le job gratuitement. Et donc, la nécessité quand même d'un cadre juridique. Si vous aviez un vœu à formuler chacun, qu'est-ce que ce serait ? Il y en a plein. Très bien, tu peux passer ton nom. En gros, je suis tellement frustré parce qu'on sous-utilise notre communauté de hackers éthiques en France, qui est exceptionnelle. On a des gens exceptionnels, des citoyens exceptionnels sur cette expertise, sur ce sujet. Et ils ne sont pas au bon niveau de la contribution qu'ils pourraient avoir face aux défis cyber de la France au sens général. Et donc, si j'ai un vœu, c'est mettre cette communauté beaucoup plus haut dans notre stratégie cyber en France, et qu'elle joue pleinement son rôle. On a besoin d'eux, et ils sont extraordinaires, il faut qu'ils puissent jouer leur rôle. Donc, mon souhait, c'est ça. C'est vraiment une vraie, on retourne sur le mot, mais une vraie reconnaissance de cette communauté. Un vœu, c'est très compliqué d'en choisir qu'un. Tu peux en choisir 2 ou 3. Je pense que je rejoins Fabien sur la sous-utilisation de la communauté.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de fuites de talents, de chercheurs en sécurité qui sont extrêmement bons français et qui du coup ne travaillent pas pour des gouvernements français. Et qui ne travaillent pas pour la citoyenneté et la collectivité. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et je pense qu'en fait, on a plusieurs changements à opérer. Déjà, dans notre état d'esprit, remettre en place de la sécurité offensive, sortir un peu de cette culture qu'on a, qui est un peu plus traditionnelle, de dire d'abord, je vais réagir et après, je vais prévenir. Mais surtout, en fait, être plus au clair, ou en tout cas donner plus d'accessibilité sur les lois qui existent, les cadres qui existent, et de pouvoir un peu apaiser les chercheurs en disant bah, non, vous pouvez aider, vous pouvez être mis à contribution. Je pense que je connais tellement de gens qui seraient prêts à pirater un hôpital juste parce que c'est trop marrant de pirater un hôpital et d'aider les gens à s'améliorer. Le gendarme se liquéfie à côté de toi. Oui, mais les acteurs malveillants le font aujourd'hui. Non, Les mais acteurs c'est malveillants vrai. le font. Voilà, Ils le font aujourd'hui, les acteurs malveillants, à embêter nos hôpitaux. Absolument. Et c'est vrai que on reviendrait sur le débat offensif, comment c'est accepté. En fait, en France, il y a quand même un excellent mindset. On a des écoles d'ingénieurs exceptionnelles et c'est beaucoup mieux reconnu à l'étranger. On a quand même des Français fantastiques dans les core teams de toutes les boîtes américaines. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas cette reconnaissance ici. Bah oui. Il y en a plein dans les boîtes françaises. Oui, il y en a bien sûr, heureusement. Dans les administrations. Je ne vais pas relancer le débat. Non. Parce que l'idée, c'est de conclure. On va conclure et puis surtout, Fabien, j'aimerais bien que tu nous mettes la slide. Moi, je peux parler ou pas ? Si, 2 secondes, mais on va le faire. Voilà. Non, celle d'avant. Parce qu'on va quand même faire un call to action avec Fabien. On peut laisser finir Eric. Mais on va laisser finir Eric, bien sûr. Ça a un lien d'ailleurs avec ce que je voulais dire. Puisque ça se passe à Bercy. Oui. Plutôt un message positif. C'est-à-dire la culture hacker est quand même rentrée au sein de l'État de plein de façons. Vous êtes accueillis pour ça, tu vas en parler après. 2, on organise des CTF dans tous les sens au sein de l'État, sous plein d'angles, pour faire du recrutement, mais aussi pour tester des systèmes. Enfin, il y a plein de choses. Et des CTF internes pour former nos personnels, et des CTF externes ouverts vers des jeunes, etc. Donc, je pense qu'au contraire, ça a bien évolué. Et une partie du problème est un peu dans le mot sécurité offensive. J'aime pas trop. Parce que l'offensif, normalement, c'est l'État, notamment dans le cadre numérique, qui l'utilise. Et audit, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Mais une fois, quand on le dit en public, et il y a certains publics offensifs, ils vont comprendre qu'on les attaque. Le problème, c'est pas de les attaquer. Oui, il y a cette notion, mais là, on est quand même en cybersécurité, donc on peut imaginer, on peut imaginer qu'on n'est pas en train d'ouvrir une porte à l'illégalité, mais au contraire de faire plus de résilience. Voilà, mais il faut d'améliorer la posture. Et en fait, c'était mon dernier message. Il faut qu'on explique en fait les choses aux gens parce qu'ils vont pas forcément comprendre les mots. Et même quand Ronnie dit ce serait génial d'attaquer un hôpital, en fonction de qui est en face. Pour mieux le sécuriser. Voilà, en fonction de qui est en face. Meilleure posture. Il va peut-être mal le prendre. Et en plus, il y a des risques spécifiques à un hôpital. Il y a des vies qui sont éventuellement en jeu. Bien sûr. Et donc, il faut faire ça dans un cadre. Voilà. Bien sûr, c'est mon vœu. Alors voilà, la police. Vas-y, Anne. On n'a jamais parlé des victimes, en fait. Parce qu'en fait, ce sont des victimes qui vont être attaquées. On ne sait pas comment elles vont prendre les choses. S'il n'y a pas de dialogue avec les futures entreprises, c'est sûr qu'elles vont donner le compte. J'ai fait plein d'affaires de sniffers, de plein de trucs, des gens qui rentraient, qui sortaient. Myriam, on a connu quand même beaucoup d'affaires. C'était pas des hackers éthiques, évidemment. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça, qu'il y a des hackers malveillants, enfin qu'un hacker par nature est malveillant, évidemment, mais que le hacker éthique, c'est une... Bon, il faut l'expliquer aux victimes. C'est-à-dire que les entreprises,
elles vont jamais bien prendre la chose. Par contre, s'il y a des dialogues avec les entreprises, avec les administrations, bon, évidemment, la santé, le ministère de l'Intérieur, c'est celui qui est le plus attaqué de tous les ministères. Mais est-ce que c'est très éthique d'attaquer un service régalien alors que lui-même, il peut faire le boulot? Ça, c'est juste, tu as dit tout le temps que c'était du jeu. Et c'est pas possible de parler que de jeu, alors qu'en face, il peut y avoir des impacts. Moi, j'ai pas envie d'être sur la table d'opération au moment où le hacker, pour se faire plaisir, même si c'est pas rémunéré, ce que j'ai bien compris, c'est pas la question d'ailleurs, que pour jouer, même j'ai pas envie de mourir à cause d'un gamin de 15 ans, quoi. Même s'il en a 23. Merci Anne. Non, je pense que justement, là, il faut recadrer parce que l'idée, c'est justement de ne pas donner un cadre. Voilà, c'est ça. On est en train de donner un cadre et l'idée de Ronnie, c'est pas de taquer une machine à respirer au moment où l'offensif. Le concept, alors faut pas utiliser le mot peut-être attaquer, pirater et tout, aider au final. Aider parce que le principe de la sécurité offensive, c'est tester l'hôpital, trouver quelque chose qui au contraire vous empêche le jour où vous êtes sur la table d'opération qu'un acteur malveillant vous arrête votre système. C'est pas entendable dans un pays comme la France. Mais en fait, c'est aider, c'est pas attaquer, c'est aider. Et après on parlait de sécurité offensive, c'est jouer un match de foot. En fait, c'est utiliser l'attaque pour mieux se défendre. Et ça, c'est très, très vieux. Oui. Non, bien sûr. Pourquoi ils ne travaillent pas dans l'hôpital pour le faire, au lieu de le faire de l'extérieur, par exemple? C'est une question de moyens, en fait. Souvent, les hôpitaux n'ont pas les moyens. Il n'y a pas de budget, du coup, on retombe sur le côté citoyen. Bon, on va quand même conclure. On va conclure avec Fabien. Est-ce que tu peux nous parler de Hack for Values, là, avec le live hacking au ministère à Bercy qui a lieu le 24 octobre? Non, après, et c'est effectivement c'est notre positif et je rejoins Eric parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions de façon générale, le bug bounty, sécurité offensive, tout ça, on a quand même beaucoup évolué en France. Et un des signes, effectivement, c'est la 2e édition du grand live hacking solidaire, donc qui est sponsorisé par le ministère et la ministre du numérique et de l'IA, hébergé au ministère des missionnaires ou nouvelle ministre, on verra. J'attends le nom bientôt. Donc qui nous héberge, qui l'accueille, qui soutient. Et en gros, c'est une journée où la Hack for Values a l'opportunité de réunir toutes nos ONG, toute notre communauté d'hackers. Et c'est une compétition pendant toute la journée de trouver des vulnérabilités, de faire rencontrer les ONG et les hackers, de mettre de la reconnaissance, de mettre du sens dans ce qu'ils trouvent, de mettre de la visibilité et d'encourager effectivement cette clarté autour de ça pour tous travailler ensemble main dans la main. C'est le 24 octobre, c'est à Paris. Je serai très heureux de vous accueillir. Donc, il y a le petit QR code pour accéder sur la page avec toutes les informations, vous inscrire. Et c'est vraiment une chouette journée et il y a des belles choses. Donc, au plaisir de faire passer l'information et de vous y voir. Merci à tous.